Bonjour à vous tous et merci Mohamed, merci à Migration Santé pour l'organisation de toutes ces journées, pour promouvoir des échanges entre nous. Alors, moi je suis maîtresse de conférences en psychologie de l'éducation et je suis à l'université d'Amiens, Picardie-Jules Verne. Je voulais vous proposer aujourd'hui de vous arrêter sur juste un terme de l'intitulé du colloque, juste un, et ça va nous montrer peut-être que derrière ce terme, il y a beaucoup de complexité. C'est celui simplement de transgression. Alors, je vais m'appuyer sur une recherche formation que nous commençons à mener avec l'INSPE de l'UPJV, donc l'Université de Picardie-Jules Verne, qui associe des stagiaires, des étudiants qui sont en train de passer le concours ou qui ont réussi et qui sont, pour la première année, conseillers, CPE, ce qu'on appelle CPE, et donc dans les institutions scolaires. Ça n'est pas une recherche qui est en soi sur la transgression, c'est une recherche qui porte sur le choix de l'adolescent en entendant le choix de la position subjective d'un adolescent comme un vrai choix, même si c'est un choix qui est inconscient. Alors, avant d'en arriver à une sorte de théorisation, même avant d'arriver au témoignage vraiment de ce que nous avons pu recueillir, il me paraît important de définir ce qu'on entend par transgression. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord sur ce terme-là. Quand on parle de transgression, est-ce qu'on pense tous à la même chose ? Quand on regarde l'étymologie du terme transgression, ça renvoie à l'idée de franchissement d'un seuil. La transgression, ça vient du latin transgressio, qui est franchir, aller au-delà. Quand on regarde les définitions qui sont conventionnelles dans nos dictionnaires, on voit deux sens qui sont distincts. Le premier concerne la transgression d'une loi, un ordre, d'un interdit, d'un rite. Et il y a donc cette idée de désobéissance. C'est le terme qu'on connaît plus facilement sans doute. Le deuxième renvoie au mouvement de la mer qui déborde. Plus précisément, c'est ces eaux qui sont transgressives, les eaux chaudes tropicales qui vont remonter vers le nord. Alors déjà, par ces définitions, on peut être un peu sur la voie de cette idée que la transgression renvoie à la question des limites et donc de la définition des limites. Effectivement, ce sont les limites qui vont instaurer un ordre social ou moral, et le dépassement de cette limite-là, ou de ces limites, à travers l'acte de transgression, va rompre avec la tradition. Le dépassement, comme je vous le disais, est donc lié à la définition des limites. Ces premières définitions-là nous mettent aussi sur une autre voie, c'est qu'il y a plusieurs formes de transgression qui sont différentes. Ça n'est pas la même chose de transgresser une loi que de transgresser un rite, une pratique. Mais avant de déplier la question théorique, je vais encore donner quelques éléments sur l'appréhension de la transgression au sein de l'institution éducative, en l'occurrence de l'institution scolaire. De quoi parle-t-on à l'éducation nationale quand nous parlons de transgression ? La violence et la transgression en institution scolaire ne sont pas nouvelles. On en parle beaucoup depuis quelques années, mais le traitement de la transgression est aussi vieux que l'institution scolaire. Les relations de l'adolescent à l'école ont quand même une spécificité, dans la mesure où, comme le dit l'historienne Agnès Tiercé, l'idée de l'existence d'une crise d'adolescente qui a longtemps dominé et qui persiste, me semble-t-il, encore dans les représentations communes, est un héritage des discours du XIXe siècle. Partant du principe d'une dangerosité de la période adolescente, l'éducation était alors envisagée comme une victoire sur la nature. Face aux supposés mauvais esprits de l'adolescent, l'éducation apparaît ni plus ni moins comme quelque chose qui sait imposer les valeurs qu'on est censé acquérir grâce à la culture et en dépit de Rousseau.
Cette historienne explique alors non pas que l'éducation va atténuer la violence des adolescents, mais plutôt que les désordres adolescents viennent d'une éducation qui est inappropriée, où règne le soupçon à l'égard des élèves. Elle a pu dénombrer une cinquantaine de révoltes de 1850 à 1900, en fait un peu recentrées entre 70 et 80, donc 50 révoltes dans les établissements scolaires, avec l'intervention quelquefois de 60 gendarmes. Imaginez aujourd'hui, si on avait une intervention de 60 gendarmes dans un établissement scolaire, ça ferait vraiment la une des journaux. Et par exemple, ça a été le cas au lycée Louis-le-Grand. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit ce lycée-là, en 1883. Plus généralement, l'idée même d'une montée de la criminalité des adolescents propre à notre époque, donc on va dénoncer aujourd'hui, n'est pas non plus l'exclusivité de notre époque. Il y a eu plusieurs époques où on a mis en évidence la montée de la criminalité. Par exemple, on a remarqué que 11% de délinquants, enfin qu'il y avait 11% de plus de délinquants de 16-21 ans aux alentours de 1834-35, et on a remarqué une autre hausse de 14% entre 76 et 80. Alors cela nous apprend, ou nous permet peut-être d'insister sur le fait que les chiffres sont toujours difficiles à manier et dépendent notamment de la définition des notions, en l'occurrence de la transgression, et aussi des lois qui leur sont associées. Si on va considérer que tel ou tel acte est un acte transgressif, l'acte va rentrer dans les statistiques, alors qu'auparavant, il n'entrait pas forcément dans les statistiques. Alors, les adolescents sont prédisposés à la criminalité, dit-on alors, et dit-on quelquefois encore maintenant. Nous pourrions même dire que l'émergence de la notion d'adolescence, qui apparaît au XIXe siècle, au sens où nous l'entendons maintenant, ce n'est pas une notion, l'adolescence, qui est si vieille que ça, reste associée au danger qu'elle contient. Alors malgré tout, et malgré donc ces réserves sur les chiffres, je vais vous donner encore quelques chiffres avant d'en venir vraiment au cœur de mon projet sur cette recherche-là. Quelques chiffres donc à partir de l'enquête Civis, que vous connaissez peut-être, c'est le système d'information et de vigilance de la sécurité scolaire, qui a été mené, donc qui est mené régulièrement, et donc qui a été mené en 2018-2019. Et qui met en évidence, vous retrouverez ça sur le site de l'Éducation nationale notamment, un établissement sur 3 ne déclare aucun incident, 1 sur 5 en déclare plus de 10, enfin 10 ou plus de 10. Environ 9 incidents graves sur 10 sont commis par des élèves, très majoritairement des garçons. Entre élèves, les victimes sont plutôt du même sexe, 7 sur 10. Les violences physiques sont surreprésentées par les faits graves impliquant uniquement des garçons. Les atteintes à la laïcité, finalement, sont relativement peu importantes. C'est seulement 1% des faits graves déclarés par les chefs d'établissement. Bon, dans le contexte, c'était donc l'année dernière, il y avait déjà le mouvement des Gilets jaunes, et donc on avait remarqué quand même une petite hausse encore de ces incidents. Le type d'incident grave déclaré par les chefs d'établissement correspond en premier lieu à des atteintes aux personnes, et parmi elles, en fait, ce sont des violences verbales qui vont compter pour plus de la moitié. Alors, juste un dernier chiffre encore. Non, je n'ai pas le chiffre précisément, mais une dernière donnée, la violence commise par les élèves est quasiment aussi importante que la violence qui est adressée aux adultes, mais souligne l'enquête, en fait, la part importante de personnel victime de violence, qui paraît, quand on regarde les chiffres, en fait, on se dit, c'est incroyable qu'autant de membres du personnel de l'équipe éducative soient agressés par les élèves, mais en fait, quand on continue de lire ce que nous livre l'enquête, on remarque que finalement, ça tient simplement à la façon de relever les incidents, puisque
un même acte adressé à un élève ne va pas être considéré comme un acte, ne va pas être déclaré tout simplement, alors que s'il est destiné à un adulte, il va être comptabilisé. Alors bien sûr, face à la menace terroriste, une politique publique de prévention de la radicalisation a été déployée. On va pouvoir trouver le terme de radicalisation en référence à Farhad Khosrow-Khavar. Donc on considère à l'éducation nationale ce terme-là. Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi. Par contre, le terme de transgression ne va être retrouvé que dans des supports pédagogiques, mais pas vraiment dans des textes officiels. C'est un terme qu'on va beaucoup utiliser nous-mêmes, mais bon, il n'est pas dans les textes officiels. Ça va être surtout le terme de violence. Et là encore, vous allez voir que la définition est un petit peu compliquée, parce que quand on parle de violence à l'éducation nationale, on ne parle pas souvent de la même chose, finalement. Les violences, je vais encore citer le texte, les violences peuvent revêtir différentes formes, des coups, des bousculades, des insultes, harcèlement, cyberviolence, vol, viol, je passe un petit peu, violence à caractère sexiste, discrimination, raciste, antisémite ou homophobe, dommages aux locaux ou matériels, enfin, et on indique même, etc. Donc vous voyez, derrière ce terme-là, on ne parle vraiment pas souvent de la même chose. Dans le contexte actuel de menaces terroristes, vous le savez peut-être, il y a un plan violence qui a été mis en place à l'Éducation nationale, la rentrée. Et dans ce texte, on va notamment, c'est quelque chose qui nous a un petit peu frappé puisqu'on travaille un peu sur les ateliers relais. Dans ce texte-là, les ateliers relais, qui est donc un dispositif d'accueil pour les élèves qui sont en voie de marginalisation et qui était jusque-là réservé à des personnes qui acceptaient de venir, vont être proposés, imposés, donc sans l'accord des jeunes concernés. Donc, en atelier relais, on va avoir des élèves et des familles qui ne souhaitaient pas forcément y aller, ce qui va complètement changer, évidemment, le public qu'on y retrouve. Alors, passons enfin à ce qu'on entend par transgression d'un point de vue psychologique. Ces préalables, finalement, nous amènent à relativiser, mais surtout à réaliser la complexité de la notion de transgression, qui pourrait relever pourtant d'un sens commun, en apparence convenu. Ce qui me paraît essentiel est que différentes formes de transgression puissent être justement distinguées derrière ce vocable. La différence entre une atteinte physique et une atteinte verbale n'est pas simplement une différence de degré, mais c'est une différence de nature. C'est surtout ce point que j'aimerais soulever, bien que, encore une fois, j'insiste peut-être lourdement, mais les textes officiels assimilent tous ces mêmes termes comme s'il s'agissait de la même chose. Avant de se trouver dans les textes psychanalytiques, le terme de transgression est utilisé en fait plutôt en ethnologie. En psychanalyse, on ne l'utilise pas, ça n'est pas un concept d'ailleurs. Freud va l'utiliser surtout dans certains passages de Totem et Tabou, ce texte de 1913, qui propose une genèse de la culture. Il va expliquer d'où vient la culture, mais certains considèrent que c'est une mythologie. Freud envisage alors la nécessité de respecter les tabous qui se trouvent dans des sociétés primitives à partir du mythe du meurtre du père de la horde primitive, ce père tout-puissant qui avait accès à toutes les femmes et qui a été tué et mangé par donc les fils qui se sont révoltés car ils étaient jaloux de ne pas pouvoir accéder aux femmes. Ce seraient les remords et la crainte des représailles des fils qui auraient abouti à l'édification d'un totem à l'image du père et à la définition de règles, et tout particulièrement des deux interdits, celui de l'inceste et le parricide. Freud montre ainsi la fonction que contient les tabous et les règles, celle de permettre au groupe de se protéger et de s'organiser. De cette façon, ils vont assurer l'organisation de la vie sociale.
remarque alors en note de bas de page que la transgression accomplie, le meurtre du père, n'a pas donné accès à toutes les femmes. En fait, c'est justement le meurtre du père qui a renforcé l'interdiction en raison de l'immense sentiment de culpabilité que ce meurtre donc a entraîné. Totem et tabou est un texte important car il attire l'attention sur la présence d'un lien entre la définition de tabou, par extension, on pourrait dire maintenant d'usage et de règles sociales, et la nécessité de renonciation d'un désir. C'est pour cela que Freud considère que la transgression peut être corrigée par un repentir qui engage une autre renonciation. On va punir ou on va priver de liberté, par exemple, parce qu'il faut bien qu'une renonciation, une privation, se fasse d'une façon ou d'une autre. Dans un autre texte, dans Malaise de la culture, Freud insiste cette fois-ci sur la tendance naturelle de l'homme qui s'oppose aux exigences de la vie en collectivité. L'individu va chercher à assouvir ses désirs. Il a une tendance à l'agression qui est donc propre à l'être humain. Et la culture va lui imposer une limitation, ce qui va engendrer de la souffrance. Alors, s'il y a de la souffrance, il y a quand même possibilité d'épargner ou d'amoindrir cette souffrance, par exemple en transformant nos désirs. Nos désirs peuvent réapparaître sous différentes formes, plus civilisées, méconnaissables, par le jeu des mécanismes de défense, par exemple. Une agressivité va pouvoir se réapparaître dans une sublimation, une création artistique ou dans le travail. Et Freud donne même l'exemple de l'origine de la religion, qui serait liée à un sentiment de culpabilité refoulée. Ainsi donc, la civilisation se présente comme une source de frustration, mais va aussi permettre de trouver des solutions, des voies de satisfaction différentes. Lacan, lui, va dénoncer quand même cette idée freudienne d'une libération du désir. Il ne va pas dire « il faut que le désir se libère à tout prix ». Et finalement, la vulgarisation, me semble-t-il, des écrits de Freud a surtout est allée dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'il fallait à tout prix faire tout ce qu'on voulait, supprimer les interdits. Lacan va appeler ça la pastorale freudienne. Il pense qu'il ne s'agit pas seulement de considérer la nécessité de l'accomplissement de son désir, même s'il apparaît sous différentes formes, mais de prendre en compte le fait, en tant que tel, que le désir est lié à l'interdit. Le désir et l'interdit sont très proches, selon Lacan. Les limites fixées par l'interdit vont structurer le désir. La barrière qu'il impose, la barrière qu'elles imposent, les limites, conduisent à une reconfiguration du désir qui va se réorienter et réapparaître de différentes formes. En d'autres termes, l'interdit organise et donne forme à ce désir. Les lois vont assurer une mise à distance avec cette jouissance qui serait dangereuse. Si la transgression procure un sentiment de jouissance, parce qu'on se sent tout-puissant, la loi va jouer un rôle qui est structurant pour le sujet et va donc lui éviter d'être en prise directe avec son désir. Nous devons donc consentir à une forme de privation formulée par la fameuse notion de complexe de castration dans le complexe d'Oedipe. Quand vous avez peut-être entendu cette formulation, on propose de suivre la voie de son désir, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire l'impasse d'un certain renoncement. Par conséquent, il y a bien lieu de distinguer la transgression de valeurs qui viennent fonder une appartenance culturelle, qui sont relatives, ces valeurs sont relatives, qui vont engager notre filiation à un groupe d'appartenance, de la transgression d'interdits en lien avec une fonction symbolique structurante pour le sujet. Comme le rappelle Kestenberg dans L'adolescence à vif, la normalité n'est pas conformisme. Ça n'est pas parce qu'on fait comme tout le monde qu'on est normal, qu'on est équilibré, je dirais plutôt. Il n'y a donc pas une adéquation, la transgression ne relève donc pas d'une adéquation des valeurs sociales, mais à une modalité de fonctionnement. C'est ça ce sur quoi il faut être attentif. Finalement, c'est comment est-ce que la transgression apparaît pour le sujet.
Donc il n'est pas question de pathologiser les conduites transgressives qui heurtent nos valeurs, bien sûr, mais interroger les modalités de fonctionnement de l'adolescent concerné par la transgression. La psychanalyse, d'ailleurs, n'a pas vocation à se prononcer sur la transgression que si cette transgression se rapporte à la prise en compte de l'interdit. Nous pourrions même dire que la transgression est, dans certains cas, bénéfique. C'est Pierra Olanier qui met en lumière la part transgressive de désir de savoir. Car le désir de savoir va concerner un désir inconscient de savoir sur son désir. Donc c'est bien pour cette raison que la transgression de l'interdit va apparaître dans différents mythes ou même dans des textes religieux. Je pense simplement à Adam et Ève, la fameuse pomme qui est croquée. Donc le savoir est l'objet d'interdit, mais pour s'engager dans l'apprentissage, il faut bien dépasser l'interdit. Schaeffer, quant à elle, envisage la transgression comme un moteur de progrès pour la civilisation, tout particulièrement à l'adolescence, puisque ça va permettre à l'adolescent d'exister pour lui-même, de ne pas suivre forcément les projets de ses parents pour lui, éventuellement de dépasser ses parents et de se déprendre des exigences familiales. Quand nous rencontrons, par exemple, en atelier relais des adolescents transgressifs, il nous arrive de rencontrer des adolescents qui sont violents, qui n'ont justement pas pu métaphoriser leur violence dans d'autres activités, où il n'y a pas eu ce cheminement, il n'y a pas eu de transformation du désir. C'est le cas qui m'a été rapporté par un stagiaire CPE, donc conseiller principal d'éducation en établissement scolaire. C'est un élève qui a 13 ans, qui est violent, qui finit par être exclu définitivement de son collège, puis réintégré dans un dispositif relais. L'équipe éducative cherche à comprendre les causes de sa violence, invoque son passé en disant « mais comment ça se fait que cet élève est aussi violent? Est-ce que ça vient de son histoire familiale, de la violence de son père à l'égard de sa mère, ou parce que l'enfant a été abandonné aussi par ce père ?» L'équipe et avec elle, le stagiaire se demande si cette violence n'est pas non plus liée à une difficulté éducative de la mère, une difficulté à suivre la scolarité, mais plus globalement, une difficulté à suivre son enfant parce qu'elle rentre très tard le soir. Le CPE stagiaire me rapporte un extrait d'une conversation que je trouve très, très intéressant. Je vais vous le livrer. Donc, ce que dit l'élève. Je ne sais pas pourquoi je suis là. On m'y a envoyé en atelier relié car j'étais trop violent. Je frappe tous les gars parce qu'ils sont méchants. Ils me saoulent à faire les fous, à jouer aux grands. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas ce que j'ai eu. Certains parlaient trop mal à ma mère. Ils manquaient de respect envers elle et me traitaient méchamment. Du coup, je frappais sans réfléchir. Je crois que je ne changerai jamais. C'est tout, je frappe, c'est comme ça. Ils sont là, ça me saoule. Ils sont là, à croire que je suis un enfant comme les autres, sans problème. Mais ils ne me connaissent pas. Ils se comportaient comme mon père. Et ça, j'aime pas. Ça m'angoisse. Je les déteste. Jacques-Alain Miller souligne que la violence n'est pas nécessairement l'expression d'un conflit passé qui ressurgit sous une forme transfigurée. Il ne s'agit pas d'essayer de retrouver le sens de ce que dit cet élève. Parce que finalement, la violence, c'est l'expression de la pulsion elle-même. Elle est satisfaction de la pulsion de mort. Ce n'est pas un symptôme. Il ne faut pas chercher non plus à le dresser, à le dompter en imposant des interdictions. Ça ne peut que conduire à son rejaillissement. Le signifiant violent n'a de sens que pour nous, celui que nous allons lui donner, ou celui que nous lui donnons. C'est une violence sans pourquoi, non explicable, non éducable, pas même psychiatrisable, nous dit Jacques-Alain Miller. La transgression devient justement plus inquiétante quand elle n'est pas un symptôme et quand elle ne vient rien exprimer d'autre que la violence elle-même. La violence est au cœur de la civilisation de l'être humain. C'est justement la raison pour laquelle il y a toujours un reste de violence en nous. Dans les cas de névrose ordinaire, j'ai envie de dire, le sujet a pu intégrer la représentation de l'interdit. Pour aller très vite avec le surmoi, avec la formation du surmoi. Il est des cas plus complexes où le sujet n'a pas pu intégrer
ce qui pouvait représenter l'interdit. Et ce défaut de représentation d'autorité est générateur d'angoisse. Ce qui implique qu'ici, ce n'est pas un sentiment de frustration qui conduit à l'acte transgressif. Ce n'est pas parce que cet élève-là a envie de faire des choses conscientes ou inconscientes qui lui sont interdites, mais c'est bien une angoisse qui le mène à un passage à l'acte. Si nous souhaitons le comprendre, nous devons non pas nous pencher sur la cause elle-même, mais plutôt sur ce qui va déclencher, c'est-à-dire qu'est-ce qui produit l'angoisse, qu'est-ce qui est attaqué, est-ce que c'est une place insupportable, est-ce que c'est une référence à une image qui va le gêner, est-ce que c'est l'insupportable du lien. Quand cet élève fait part de son angoisse en évoquant le comportement de ce qui peut lui rappeler son père, il me semble qu'il faut l'écouter, vraiment. Il ne s'agit pas d'interpréter pour lui, d'évoquer son passé, mais simplement d'entendre que ce qui évoque son père est angoissant. C'est ce qu'il disait. Il se comportait comme mon père et j'aime pas ça, ça m'angoisse. Il parle bien d'angoisse lui-même. Alors, l'acte des adolescents, l'acte transgressif, peut être entendu soit comme un message, si c'est un passage à l'acte, si il y a pu avoir ce cheminement, même si, ou seulement un signe de malaise. Du côté de l'éducateur, nous dit Roussel, il s'agit de repérer ce qui, dans la pratique, peut faire acte, c'est-à-dire un pas de côté, et non pas une réponse en miroir à cette violence. Il ne s'agit pas de répondre par l'agressivité d'une punition, d'une sanction, quand nous avons affaire à l'agressivité d'un acte transgressif. L'acte éducatif est un acte qui produit une coupure, entendu comme une séparation, que la fonction paternelle permet d'opérer entre la mère et l'enfant. L'éducateur, précise-t-il, doit supporter de représenter cette fonction-là, cette fonction symbolique, de savoir limiter cette jouissance qui pousse à la répétition d'actes transgressifs et qui va déborder l'adolescent. Et ici, nous pouvons bien associer finalement ces deux définitions usuelles de la transgression, avec ce dépassement d'interdit, mais aussi cette mer qui va déborder. C'est quelque chose qui agite en soi, qui est un peu trop brûlant. Mais si l'acte transgressif peut dans certains cas relever d'un défaut d'intégration de la fonction paternelle, comment la soutenir, comment soutenir sa place d'éducateur, de sa place de CPE. Danielle Hans va distinguer le cadre institutionnel de la loi. Elle dit le cadre institutionnel, ça n'est pas la loi. Ce sont deux choses différentes. Le cadre institutionnel doit permettre d'accueillir et de réagir face aux actes transgressifs, violents. Souvent, remarque-t-elle, le travail éducatif s'efface au profit d'une volonté de mettre en conformité les adolescents. C'est finalement un discours conservateur, moralisateur, qui va se traduire par des réprimandes à répétition. Elle envisage le cadre institutionnel plutôt comme une enveloppe protectrice qui doit permettre à l'adolescent de délimiter et de différencier les places de chacun, en fournissant donc des repères symboliques. Si soutenir la fonction paternelle peut consister à délimiter les interdits, cela suppose, et là c'est moi-même qui l'ajoute, cela suppose de définir un deuxième versant de la fonction paternelle, c'est ce qu'on appelle la fonction de nomination. L'adolescence est une période, bon évidemment il y a beaucoup de théorisation autour de ça, mais moi je vais simplement retenir pour cet après-midi que c'est un moment de déstabilisation où on perd ses repères internes, du fait des transformations corporelles. Et l'adolescent ne sait plus trop qui il est. Il y a cette réémergence de la question du « qui suis-je » au moment de l'adolescence. Et le risque d'assigner l'adolescent à cette place de celui qui est transgressif, c'est justement que l'adolescent va peut-être endosser cette place-là, puisque justement, il ne sait pas qui il est. Donc, si on lui donne une définition de lui-même, voilà, ça peut devenir une façon de se présenter.
Alors, les travaux des sociologues dans le domaine de l'éducation ont mis en lumière la responsabilité de l'institution scolaire dans le parcours de la déviance. Je fais référence à Becker. Lieu social, l'institution scolaire représente par définition un lieu de transmission des valeurs et des normes sociales, mais par conséquent aussi un lieu de désignation de ce qui va transgresser, de disqualification, de ségrégation, de sous-culture déviante. Il y a donc une désignation sociale, collective, un étiquetage, nous dit Becker, qui amène à associer le caractère d'un individu à la transgression. C'est nous qui faisons cette association-là. D'un point de vue psychanalytique, on va se servir d'autres références, comme par exemple l'identification aux symptômes ou, pour ma part, plutôt la fonction de nomination, qui, sans se résumer à une réappropriation de la désignation sociale, peut inciter l'adolescent à prendre la place du transgressif à laquelle il est assigné, face à cette nécessité de retrouver une forme de stabilité dans ce qui veut, pour être défini. Alors, je souhaiterais terminer en abordant cette fois-ci le vécu de l'acte transgressif par l'éducateur au sein de l'institution scolaire. Le rejet de l'acte transgressif par les CPE apparaît très souvent dans les paroles des CPE stagiaires. L'un d'eux me disait « il n'y a pas d'éducation, on colle, et puis quand il y a trop d'heures de colle, on exclut ». Elle regrettait ça, évidemment, elle avait l'impression de devoir suivre des modèles qui, évidemment, ne pouvaient pas lui convenir. Mais effectivement, il y a lieu d'exclure le sujet transgressif, à en croire Freud. L'entourage de celui qui commet un acte transgressif considère le fautif comme un tabou, toujours dans le même texte, totem et tabou, car il risque de propager la tendance à transgresser comme par contagion. Il semble posséder la faculté dangereuse d'inciter les autres à suivre son exemple, écrit-il. Ce risque de contagion ne serait néanmoins pas si fort si, au fond de nous ne serions pas tentés par la transgression. C'est parce qu'il éveille la jalousie et l'envie qu'il contient le risque de contagion, mais aussi, par conséquent, de danger social. Si la transgression d'un tabou n'est pas suivie rapidement et systématiquement d'un châtiment du coupable, la collectivité se sent menacée d'un danger, celui de la contagion de la transgression. Ainsi, ces élèves transgressifs vont remettre sur scène des questions qui vont toucher de près les éducateurs et même les concerner au plus profond d'eux-mêmes. La mise au travail de cette question de la norme et de l'interdit constitue par conséquent un préalable à l'acte éducatif, ce qui implique de ne pas confondre nos idéologies, j'ai du mal à le dire, avec des vérités, nous rappelle Kestenberg. Nous devons différencier l'imaginaire de l'acte éducatif ou la question du rapport aux normes primo de sa dimension symbolique, c'est-à-dire de la fonction structurante qu'il peut avoir pour un adolescent. En assouplissant nos propres positions, nous pourrons élargir les pistes possibles. Il n'y a donc pas de projet ou d'action unique à avoir. L'acte éducatif est loin d'ici d'une prescription de normes, d'un supposé modèle d'intervention. Nous avons tous à inventer l'acte éducatif. Si les plus jeunes professionnels dénoncent le rejet massif de l'acte transgressif au sein de l'institution scolaire, ce qui frappe aussi dans les entretiens qu'ils rapportent, c'est la position de sollicitude dans laquelle ils se mettent. Quand ils présentent la situation d'un élève en classe relais, un étudiant me dit, en changeant d'intonation, « Pour tout dire, ils me font pitié. Leur situation sociale ne leur laisse aucune chance. » Comme si la violence subie par les élèves concernés faisait écho à la violence qu'ils éprouvent eux-mêmes à la découverte, non pas à la connaissance, puisqu'ils ont lu, la sociologie a largement nourri les réflexions sur ce point-là, mais c'est bien cette confrontation à la réalité qui va faire violence pour eux. Pourtant, ce sont aussi ces étudiants qui me rapportent des situations professionnelles constructives, comme une restitution d'une réunion d'équipe éducative qui avait permis de changer le regard que les uns et les autres portaient sur un élève. Mais c'est bien ce sentiment d'impuissance et de malaise que la position professionnelle génère à la confrontation de ces adolescents. On sait qu'on va coller,
Mais on ne va quand même pas faire que ça, me dit une CPE. Alors j'aimerais bien savoir quand il faut être ferme et quand il faut être bienveillant. Alors depuis quelques années maintenant, la profession de CPE est largement ouverte à l'écoute. Auparavant, on parlait de surveillant général, les fameux surgés. Et maintenant, même dans les textes les plus officiels, on va leur demander de conduire en douceur à la civilisation. Mais c'est vrai que trop de rappel à la loi, comme un père autoritaire, peut effectivement entraîner une angoisse devant une incapacité à affronter le signifiant, non du père, ce qui risque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire trop d'autorité, ça va mener finalement à l'acte transgressif. Et non pas par volonté, encore une fois. Le développement de la profession de CPE et plus généralement, me semble-t-il, mais vous me le confirmerez, des membres des équipes éducatives dans d'autres domaines, tend vers une approche contenante face aux difficultés sociales et personnelles des élèves. Mais pour autant, trop de bienveillance met aussi le sujet adolescent dans une position bien particulière. C'est un appel, en quelque sorte, de répondre à notre propre demande de réparation, ce qui va finalement créer un double problème. D'un côté, du côté de l'élève, puisque ça lui demande donc de réparer, alors qu'il n'est pas forcément capable de faire ce qu'on lui demande de faire. Et de l'autre, ça peut mener aussi à l'épuisement du professionnel, qui ne reconnaît pas le déficit de l'adolescent. Alors, la question qui se pose ne serait-elle pas la suivante? À quoi sert d'écouter ? D'un point de vue éducatif. À quoi sert de conseiller? Qu'est-ce que ça implique pour que ça puisse constituer un acte éducatif? Il ne va pas de soi, pour ces stagiaires CPE, et bien sûr au tout début de leur pratique, d'entendre la parole des élèves. C'est vraiment très compliqué. Alors, ils rapportent des situations, mais vraiment, finalement, ils rapportent des toutes petites bribes. Ils paraissent souvent écrasés par le poids de la réalité, notamment la réalité sociale, qui est rapportée en équipe, et n'entendent que très difficilement l'éprouvé de l'élève, sa position. Dans quelle position l'élève se met-il? Quelle est sa part prise là-dedans? Quelle est sa part de responsabilité? Au-delà évidemment de l'aliénation sociale, enfin des facteurs sociaux. Leur désir d'interprétation de ce qui leur paraît impensable et qui, comme nous l'avons vu plus haut, est véritablement impensable, ça n'a pas de sens. Leur identification à ces élèves constitue un frein à leur écoute. Et à défaut d'être élaboré, ce vécu mènera le professionnel à s'en protéger, un tel par l'exclusion scolaire, un tel par la stigmatisation, ou un tel encore en se présentant lui-même comme un sauveur face à une injustice généralisée. C'est bien sur ce point que nous travaillons en supervision, pas à pas, mais vraiment petit pas par petit pas. Car se déprendre de son propre projet pour ses élèves constitue la première étape pour mieux les entendre, reconnaître leurs désirs, la place dans laquelle ils se mettent, pour proposer d'autres modalités d'expression, expérimenter des positions qu'ils puissent les inscrire dans un lien aux autres. Nous pourrions dire qu'il s'agit quelquefois plus simplement de soutenir une simple activité. Ça peut être ça, l'acte éducatif. Mis à l'épreuve par ces adolescents, ces futurs professionnels doivent clarifier leur rapport aux normes et se distancier de la place imaginaire dans laquelle ils se mettent pour assurer une relation asymétrique. On n'est pas copains, on est différents. Il y a un adulte éducateur et un adolescent en difficulté. De ce point de vue, peut-être devons-nous envisager une certaine transgression des CPE pour qu'ils puissent se déprendre d'une normalité imaginaire de la position éducative qui serait réduite à une technicité, mais à composer en fonction de l'histoire du jeune et en fonction de leur propre histoire et de leur propre désir à soutenir symboliquement cette fonction de CPE. Dans ce sens, nous pourrions penser avec Roussel que l'acte éducatif contient en soi une part de subversion. Merci. J'ai été longue. J'étais un petit peu longue. Eh bien, là, on a eu la transgression, progrès, linéaire, régression, transgression. Il y a eu toute une filiation historique. Là, tout à l'heure, a été
évoqué par Dominique l'aspect historique, pour commencer. C'est quand même assez surprenant que les mathématiciens ont défini la régression mathématique en 1884. Et Freud, quelques années plus tard, parlait de régression, etc. Tous ces aspects-là sont liés les uns aux autres, que ce soit dans les sciences dures et dans les sciences, disons, plus douces. Et je crois que c'est très important. On a la loi du père, mai 68, Margaret Mead, le fossé des générations, Ziegler, sociologie, contestation, la révolte contre le père, etc. On n'en est plus là. Les transgressions ne sont plus seulement des régressions contre les autorités. Ça fuse de partout. Ça rejoint un peu ce que nous avons évoqué ce matin d'un point de vue beaucoup plus général. Là, vous avez, dans les deux interventions, des illustrations assez fidèle de ce qu'on a pu dire. Quand j'ai évoqué ce matin, au fond, la morale téléologique comparée à la morale hédoniste, humaniste, pardon, pas hédoniste, hédoniste et téléologique et humaniste, globale, ça renvoie tout à fait à ces aspects-là, et c'est le gros travail auquel doivent faire face les CPE. Les conseillers principaux d'éducation ne sont pas à la fête, hein, soyons clairs. Des questions? Oui. Oui, bonjour. J'ai une question. Vous avez évoqué l'Oedipe et vous avez évoqué Freud, mais comment, ce matin on a parlé des radicalisés ou ceux qui appartiennent à une autre culture, quel est leur référentiel, quel est leur logiciel? Le rapport dans la culture, en gros, arabo-musulmane ou à fondement musulman, je ne sais pas si vous avez entendu parler du complexe de Jawad. C'est-à-dire le rapport dans cette culture, c'est plus le rapport à la mère qu'au père. Et des travaux importants ont été effectués justement sur ce rapport en prenant le complexe d'Oedipe par des Indonésiens, des Malaisiens et beaucoup de travaux d'anthropologues anglais où ils mettent en scène une scène importante qui est celle de l'Aïd, le mythe du sacrifice. Et il y a tout un travail important où ce n'est pas le père, ce n'est pas l'enfant qui tue le père, mais c'est le père qui tente de tuer le fils, et c'est la mère qui empêche le père de tuer le fils. Vous voyez, par conséquent, ces jeunes radicalisés ou pas radicalisés ou violents, ils sont dans un schéma où je pense que la démarche freudienne, peut-être plus tard, quand ils seront 3 à 4 générations, peut les intéresser, mais pour l'instant, on ne peut pas leur appliquer ce rapport-là. J'ouvre une parenthèse. Dans un jeune, disons, radicalisé ou pas radicalisé violent, si vous insultez son père, il va être moins violent. Si vous insultez sa mère, il va essayer de vous trucider parce que c'est le rapport mère-fils qui fonde cette culture méditerranéenne. Oui, alors c'est vrai que la dimension culturelle, comme ça n'est pas ma spécialité, je ne suis pas allée sur ce terrain-là. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que cette question de fonction paternelle, je trouve que moi je m'appuie sur la reprise de Lacan qui met en évidence le fait que c'est une fonction. Peu importe par qui c'est tenu, ce qui est important, c'est qu'il y ait une limitation qui vienne agir. Après, les cultures, les cultures vont être différentes, ça n'est pas forcément le père. Et d'ailleurs, dans notre société contemporaine, ça n'est pas forcément le père non plus. La notion de famille, c'est une notion aussi qui évolue. Et, alors on a beaucoup de débats qui sont sur ces questions-là, mais retenons déjà que c'est une fonction qui peut être tenue par d'autres personnes que le père.
Donc l'important, c'est de déloger l'enfant de cette fusion-là, hein, pour lui redonner, enfin pour lui donner, non pas lui redonner, mais pour lui donner un statut de sujet, pour lui dire non, tu n'es pas collé à un parent, tu n'es pas un objet de désir de quelqu'un d'autre, tu es toi. Donc va un peu chercher qui tu es, chercher ce que tu veux faire. Donc voilà, il peut y avoir différentes formes d'opérateurs. Rebonjour pour ceux qui étaient déjà là. D'abord, je vous tenais là aussi à vous remercier pour vos interventions. Et vous avez dit une première chose, Madame Mélanie, qui était extrêmement intéressante. Vous avez dit la transgression est aussi vieille que l'institution. Et c'est quelque chose que disait Freud également, c'est qu'il fallait qu'on se questionne sur la violence qu'imposaient les sociétés au désir et comment c'était cette fonction qu'avait la société de nous couper dans nos désirs qui pouvait provoquer derrière en retour des transgressions et des violences. Donc je trouvais ça assez intéressant que vous commenciez presque là-dessus, sur la transgression aussi vieille que l'institution. Vous avez dit autre chose que je trouvais très intéressant, c'est ce rappel que peut-être toutes les violences, alors c'est pas qu'elles ne se valent pas, mais c'est qu'effectivement une violence physique n'est pas une violence verbale, il ne faut pas l'indifférencier. Et là aussi Freud rappelait que celui qui a jeté une première insulte avant une pierre a été celui qui a construit la civilisation. Et je dis ça parce que, pour revenir sur la question de la transgression délinquante et de la radicalisation, il y a quelque chose quand même que je trouve, que j'ai déjà dit ce matin, que je trouve très intéressant dans la radicalisation, c'est cet interdit à la transgression. Où il y a une véritable volonté de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre ou d'avoir d'actes transgressifs voilà, par rapport à une société donnée. Donc ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire cette articulation, cette non-articulation entre délinquance et radicalisation. Et pour M. El Ghozi, il y a quelque chose que je trouvais très intéressant, c'était la difficulté de penser cette question de santé sociale. Je ne sais pas si M. El Ghozi m'entend. Donc c'était une question, c'est que donc je travaille, c'est ce que je disais ce matin, en prévention sociale dans le centre de Paris, et la question de penser la santé comme sociale, c'est-à-dire, je ne parle pas de est-ce que la déliaison sociale provoque des troubles psy, ou est-ce que les troubles psy conduisent à la rue, ce n'est pas ça dont j'ai les questions, mais comment on arrive à penser la santé sociale, c'est-à-dire comment la santé est une manifestation du social, ou comment le social est une manifestation d'une santé, est très difficile à penser. Et donc ma question, c'est comment aborder cette question-là, en fait. Voilà. Donc pour les deux questions, c'est la même question que ce matin, comment articuler, comment questionner délinquance et radicalisation, et comment penser santé sociale, sans rentrer dans cette dichotomie des deux domaines, du sanitaire et du social. Comment articuler, donc la question pour moi, c'est comment articuler délinquance et radicalisation. Bon, moi, la radicalisation non plus. Hein. Je suis très prudente parce que ça n'est pas mon champ de recherche. Hein. L'année dernière, j'avais fait une intervention, c'était sur l'idéologie. Il me semble que c'est plutôt à partir de ça, ce besoin d'idéologie qui peut pousser à une radicalisation. C'est-à-dire à force d'être dans une société où effectivement tout le monde est pareil, où on ne doit pas crier plus fort que son voisin, où on ne peut pas être différent, on ne peut pas s'affirmer, où chaque différence apparaît comme un handicap qu'il faut à tout prix combler. Enfin, il y a quelque chose du glissage qui peut peut-être pousser à la radicalisation. Bon, moi, je suis toujours très embêtée hein, parce que encore une fois, c'est pas mon champ. Mais bon, je pense qu'il y a quand même du côté de la difficulté d'intégration de la fonction paternelle, du côté de la structure, il y a aussi des choses. Alors même si évidemment il y a un environnement social, un environnement politique, on ne peut pas réduire non plus, ça serait trop simple de réduire ça à une pathologie, hein, de réduire des comportements radicaux. Il ne faut surtout pas, après chacun son angle de vue et voir comment un sujet en arrive là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette escalade, cette quête qui pousse à aller vers des idéaux qui sont absolument intransigeants et qui refusent justement la différence. Donc c'est bien que la question de l'identité n'est plus. Comme s'il venait la résoudre par cette idéologie-là.
on ne se demande plus qui on est parce que voilà, c'est ficelé encore plus dans cette culture. Voilà, la délinquance, non, la délinquance, ça peut être une étape aussi de la vie sans que voilà, ce soit pathologique. Peut-être que voilà, j'aurais tendance à le... Il me semble, c'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question, il me semble que la question de la non-pathologisation de la délinquance et de l'adolescence est assez importante pour qu'on revienne dessus, et notamment avec, je pensais aux troubles oppositionnels avec provocation qu'il y a dans le DSM, où on a tendance maintenant à pathologiser la délinquance et l'adolescence. Mais on pathologise tout. Hein. Oui. dès qu'il y a une... Bah oui. Bon, je vais avoir du mal à dire autre chose que ce que j'ai dit tout à l'heure à la suite de mon intervention, mais l'idée, c'est la même. Donc moi, dans mon approche d'acteur de terrain, et pas de philosophe, machin chose, je ne peux pas dissocier la santé de ses déterminants. Et je pense que, d'un autre côté, on ne peut pas dissocier le social de la santé. C'est déterminé des deux côtés. Donc on ne peut pas séparer les deux. Moi, j'ai été formé à l'école de la santé sociale, ça s'appelait comme ça, du premier prof de santé sociale, Bernard Pizarro, dans les années 75, je crois, 70. Je reprends, et moi, ma base, quand même, fondamentale, c'est l'approche du père Brzezinski quand il dit qu'il y a 4 pieds fondamentaux pour avoir une place dans la vie de la cité, conditions de l'insertion, c'est le toit, le travail, les revenus et la formation, le travail et les revenus, ça va ensemble, la formation et la santé. Et que s'il en manque un, tu te casses la gueule. Et moi, ça me va bien comme définition, comme approche globale. Et dedans, tu as la santé comme déterminée, mais aussi la santé comme déterminant des 3 autres. Et tu ne peux pas les dissocier. Et mon approche de santé sociale, j'aime bien parler de santé sociale, le seul problème, on est dans un jeu de représentation. C'est que pour 90% des gens, et même des professionnels, la santé, c'est le soin. Or, la santé n'est pas que le soin. La santé, c'est un ensemble, c'est le soin, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est-à-dire la prévention, l'information, l'éducation à la santé, l'accompagnement à la santé. Et pour moi, c'est un tout. Et je peux pas. Et moi, je travaille pas dans ma pratique, si tu veux, ni dans ma pratique institutionnelle, ni dans ma pratique de professionnel. Je travaille dans les verticalités, mais j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, et je travaille bien dans les transversalités. Et dans les transversalités, on ne peut pas mettre de barrière entre la santé et le social. Et bien entendu, tu as raison, c'est pas parce que la santé peut être cause de troubles sociaux que les difficultés sociales sont cause aussi de problèmes de santé. C'est vrai, c'est pas dissociable non plus, mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une approche plus globale, d'une définition de ce que Pissarro appelait, et moi j'aime bien la façon dont il l'appelait, la santé sociale. Ça peut être, à la limite, ça peut même être la différence entre la santé individuelle et la santé collective, entre le personnel et le politique. Politique dans le sens vie de la cité. Et c'est cette santé-là qui m'intéresse. Est-ce que je me fais mieux comprendre ? C'était déjà relativement clair la première fois. C'est que c'est des questions qui me semblent toujours très compliquées à articuler parce que très vite, je trouve ça très compliqué d'articuler santé sociale de manière générale. Mais vous prêchez convaincu sinon. Attends, tu as parfaitement raison. C'est plus que compliqué. On est en plein dans la complexité et c'est peut-être ça qui nous intéresse et c'est peut-être pour ça qu'on est là et qu'on peut en parler ensemble. Thomas d'Aquin était un grand transgressif, Claire aussi, Molière, mais ils avaient tous une histoire particulière, ils avaient tous une histoire personnelle. On ne faisait pas encore de psychanalyse en ce temps-là. Mais pour répondre à la question, il suffit aussi de regarder les catégorisations successives de l'OMS, et il suffit de regarder aussi l'évolution des DSM. Quand on a un peu d'âge et qu'on les reconnaît le 2, le 3, le 4, le 5 et bientôt le 6, on voit l'évolution et il y a un impact de plus en plus du social sur les aspects santé. Chacun son machin. Bonjour, je suis M. Soumaré de Pincadé du 20e. Une seule question que je voudrais vous poser, sinon avoir de vous un conseil ou un parallèle entre ce qui fut, historiquement parlant, dont vous faites référence,
et ce qui est où nous sommes, et pour préparer ce qui sera l'avenir demain. Ce qui fut, ce qui sera. Ce qui est, ce qui sera. Quoi donc? Ce qui fut, par exemple, par rapport à l'historique que vous venez de tracer. Vous avez remonté l'histoire de ce qui s'est passé en donnant des dates précises. Quel conseil on peut avoir de vous, ou quel parallèle on peut avoir par rapport à cette donnée historique où nous vivons Sur la, pour préparer l'avenir? sur la transgression. Oui, sur la santé, transgression, tout. Comme vous dites tout. Je crois que j'ai répondu ce matin. Ah, merci. Oui. Non, en parlant des futuribles, ou alors on va vers le chaos, c'est le déclinisme, ou alors on a terminé un cycle historique, et c'est à nous de construire la suite. Et ça, c'est pour ça que je dis, continuons, défendons-nous, battons-nous, mais je crois que c'est, la réponse est là. Hein. Bon. Si on se laisse aller vers le déclinisme, on est cuit. On est cuit. Je suis complètement d'accord avec toi, mais la question, c'est la suite. Continuons le combat, d'accord, mais derrière nous, qui est là? Oui, d'accord. Mais c'est peut-être... Ouais. Nous, on a peut-être encore seulement quelques semaines, vous avez encore pas mal d'années. Rebonjour à tout le monde encore. C'est ici. Ah, merci. Voilà. Moi, je voulais juste... vous avez fait un état des lieux par rapport à la transgression chez les élèves, la méthodologie d'accompagnement des CPE. Historiquement, aujourd'hui, vous dites que les établissements scolaires ouvrent plus facilement leurs portes. Ah, pas du tout. Non, mais vous dites qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir auprès des CPE. Vous en avez parlé un peu. Je reprendrai, mais je vous laisse, allez-y. Donc, dans le sens-là, c'est vrai que moi, je viens de l'éducation nationale. Je l'ai quitté il y a quelques années. Et je l'ai quitté pour une raison aussi où on se trouvait démunis dans l'accompagnement. Parce qu'il y a un moment, les CPE, leur rôle qu'on leur donne, là, quand je vous entends parler, pour moi, ils sortent aussi un petit peu de leur rôle par rapport à la thématique de la transgression, parce qu'on sait qu'il y a un travail à faire avec la famille. Ils sont bloqués, je veux dire, ils ne peuvent pas sortir hors des murs. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations ou de structures qui arrivent à intervenir dans les établissements scolaires, chose qu'on avait du mal à faire par le passé. C'était quand même en vase clos. Il y a 10-15 ans de ça, c'était très difficile d'intervenir dans les établissements scolaires. Et ça, c'était une réalité. Aujourd'hui, quels sont les moyens mis à disposition? Quels sont les outils pour justement travailler sur ces thématiques-là qui ont été mises en place pour les CPE, voire les équipes éducatives dans les établissements scolaires? Alors, sur l'ouverture des établissements, en fait, je faisais allusion aux ateliers relais qui se font en partenariat avec, pour les classes relais, avec la PJJ, avec des associations. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'associations qui viennent sur certaines heures. Oui, on pourrait dire que les CESAD aussi viennent dans les établissements scolaires, mais vous avez raison de dire effectivement que l'institution scolaire, c'est quand même un univers qui est assez clos. Et vous avez aussi raison de dire que c'est compliqué pour les personnes qui y travaillent, dans la mesure où elles se sentent un peu démunies parce qu'elles voient l'élève, l'adolescent, à un moment donné, et ont l'impression que le problème vient de la famille, par exemple. Et c'est peut-être là que moi je proposerais justement de dire peut-être qu'il y a un problème dans la famille, mais la fonction en tout cas de CPE, c'est de tenir bon sur un discours, de tenir bon sur une écoute, et de ne pas juger la famille, de ne pas juger la classe sociale, de ne pas assigner en disant c'est cuit pour lui parce qu'il est d'un milieu qui, le pauvre, voilà, c'est pas possible, parce qu'en le regardant comme ça, effectivement, on le conduira vers une issue qui ne sera pas forcément très agréable pour lui. Donc voilà, ça demande beaucoup de recul, je crois. Et moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas des lieux justement d'échange, de paroles. Peut-être que c'est un petit peu ça qu'on devrait proposer pour ces personnels-là qui sont assez isolés. Mais
Oui, c'est évident que la fonction de CPE, c'est une fonction qui est plurielle, hein. Ils vont travailler, ils sont conseillers aussi auprès des chefs d'établissement, ils vont faire des propositions pour la politique éducative, ils travaillent avec les enseignants, ils ont beaucoup de choses à organiser, ils ont des équipes d'AED à gérer, et puis ils ont toujours la porte ouverte pour recevoir les élèves. Mais voilà, Juste, on arrête. juste vous dire, par exemple, pour la ville de Paris, donc je parle bien Paris intramuros, hein, il existe un dispositif porté par la DASCO. Donc la DASCO, c'est la Direction des Affaires scolaires de la ville de Paris, qui s'appelle Action Collégien. C'est un dispositif qui existe, qui a été créé dans les années 90 à Meaux, dans la ville de Meaux, qui lutte contre le décrochage scolaire. Donc avec tous les actes de transgression que les élèves peuvent faire, violences verbales, physiques. Ce dispositif, il permet à l'élève de ne pas être exclu de l'établissement ou de la classe. Il est pris en charge par des référents éducatifs détachés par la mairie de Paris au sein de collèges classés en zone d'éducation prioritaire, qui luttent contre ça. Il s'avère que ça marche plutôt bien. Malheureusement, ça coûte très cher. Et comme la ville de Paris, c'est aussi département, c'est porté par... Mais c'est pas... Ce dispositif-là, moi j'y ai travaillé, c'est malheureux qu'il n'existe pas hors dehors de Paris. Pas hors dehors, non, c'est pas les mêmes façons. Je peux vous dire, le dispositif Action Collégien, tel qu'il est présenté, par rapport à tout ce qu'ils mettent, les séjours de rupture, la prise en charge des élèves et tout, c'est très difficile. Les villes qui mettent en place ça, c'est souvent en faisant appel à des projets européens pour trouver des financements, parce que ça coûte cher. Ça coûte énormément cher de gérer ce type d'élèves. Et ça a ses réussites. Et c'est prouvé, ça marche, mais c'est pas démocratisé. Donc il y a des choses qui existent. Quand on y a touché et on se dit, ah ouais, ça existe. Moi, je connaissais pas du tout avant d'y travailler. Et je trouve ça malheureux que ces choses-là marchent, mais qu'on ne les démocratise pas, parce que ça a un coût, un réel coût. Je crois que pour la mairie de Paris, c'est des chiffres que vous pouvez trouver, hein, j'invente rien, ça doit coûter 8 millions d'euros, masse salariale comprise, séjours de rupture, prise en charge des élèves et tout. Voilà, pour la mairie de Paris. C'était un budget énorme pour une ville comme Paris, 8 millions d'euros. Oh là là, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est ça. C'est phénoménal. Une dernière question. C'est ville et département, c'est un financement ville et département. Oui, ils sont copains. La dernière question, madame. Pour répondre à la question sur ce qui peut être mis en place dans les établissements scolaires, lorsqu'il y a des actes transgressifs et des actes transgressifs qui peuvent mener à une exclusion scolaire. Donc, depuis quelques années, maintenant, vraiment, c'est inscrit au rectorat et on peut trouver les coordonnées des associations qui peuvent faire ce travail. On peut exercer des mesures de responsabilisation. C'est-à-dire qu'il y a une association qui peut ou mettre en place un dispositif pour que l'élève puisse avoir un acte... une action hors les murs, justement. Ça peut très bien être... actuellement, il y a 4 ou 5 associations qui sont inscrites. Et ça ne coûte rien. Moi, j'exerce des mesures de responsabilisation. Et voilà, donc ça existe et les CPE peuvent en avoir usage. Alors, ce qu'il y a dans les établissements scolaires, ça va énormément dépendre de la direction de l'établissement. Quelle va être, comment elle va accueillir les associations, si elle veut mettre en place ce genre de choses. Et on sait très bien qu'effectivement les écoles sont très fermées parce qu'il y a beaucoup de responsabilisation pour les écoles, notamment envers les familles et envers ce qu'elles... déjà le fait de transmettre des apprentissages qui est déjà pas évident aujourd'hui, notamment pour le problème, on parlait des professeurs absents, mais il y en a d'autres, il y a d'autres soucis, mais voilà. Donc les mesures de responsabilisation, vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez de quoi il s'agit. Et c'est extrêmement pertinent, d'abord parce que ça peut minorer une exclusion pour un élève. C'est-à-dire un élève qui va avoir une exclusion de 8 jours, si on décide d'exercer une mesure de responsabilisation pour lui, soit on peut effacer, suite au conseil de discipline, l'exclusion, soit on peut minorer le temps de l'exclusion. On sait ce que font des adolescents désœuvrés en général à l'extérieur, donc voilà. Bien. Merci, Dominique.